Des images du Airbus C-330 du gouvernement canadien qui s'apprête à décoller pour la Chine. Mark Carney qui va aller rencontrer le président chinois, le premier ministre. Visite extrêmement importante qui sera très suivie. Hélène Buzetti, Paul Journet, Alec Castonguay, bonsoir. 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 Et pour ajouter du contexte, M. Trump, il y a quelques minutes, a dit ceci à Détroit. Je vais vous faire entendre l'extrait. Il dit, les produits canadiens, je vous rappelle, j'en ai pas besoin. On écoute. I don't even think about USMCA. I mean, you know, I want to see Canada and Mexico do well, but the problem is we don't need their product. It's irrelevant to me. Canada would love it. Canada wants it. They need it because we don't need Canada product. That's the thing. You know, I want to be a nice person, but we don't need. I want to build the cars here, not in Canada. We used to build cars in Canada. Now, the Canada cars, the Canadians are moving here to build cars. Same thing with Mexico. Same thing with Japan. Il était à Détroit, je pense que je l'ai dit, dans une usine de Ford. Tour de table, ça ajoute au contexte de ce voyage-là quand même. Hélène Buzetti. Bien, je ne sais pas si ça ajoute, parce que dans la mesure où M. Trump nous a déjà dit des choses très similaires. C'est sa rhétorique habituelle pour essayer de faire le fanfaron, dire qu'il n'a pas besoin du Canada, notamment, on pourrait peut-être lui parler d'aluminium. Aux dernières nouvelles, les États-Unis n'ont pas la capacité de remplacer l'aluminium canadien, mais certainement que ça nous rappelle plutôt le contexte commercial dans lequel on se trouve, que notre principal partenaire ne veut plus être notre partenaire, et ça explique cette recherche de partenaires alternatifs, notamment en Chine, par le premier ministre actuel, M. Carney. Paul. Bien, puis même, j'ajouterais à ça que même avant le président Trump, il y avait le début d'un conflit. On se souvient, sans rappeler toute l'histoire, sous Joe Biden, les États-Unis avaient imposé des tarifs aux véhicules électriques chinois. Le Canada avait imité son voisin, qui était à l'époque son allié, et la Chine avait rétorqué avec des mesures contre-tarifaires qui avaient fait et qui font encore très mal, entre autres à l'industrie du canola, aux producteurs de fruits de mer et plein d'autres secteurs économiques. Et c'est un conflit duquel le Canada sort perdant et pour lequel le Canada essaie une résolution ou à tout le moins une atténuation. Donc, on avait déjà cette nécessité-là et aussi ce souhait de revenir à une vision un peu plus normale des relations commerciales entre le Canada et la Chine, une vision qui est d'avant le froid qui avait commencé sous Justin Trudeau. Et à ça s'ajoute évidemment tout le contexte que l'on connaît de Donald Trump. Justin Trudeau voulait et devait en fait signer un accord, Alec, de libre-échange avec la Chine. Ça avait déraillé complètement. Ensuite, ça s'est envenimé avec l'arrestation de Meng Wanzhou, etc. Et les deux Michael. Et là, ça a été le froid polaire. Pourquoi Mark Carney a besoin d'y aller maintenant, Alec? Bien, parce que vous venez d'entendre Donald Trump dire que la CA n'a pas beaucoup d'importance à ses yeux, puis qu'il peut se passer du Canada, puis du Mexique. Si on avait une meilleure preuve qu'il faut diversifier nos échanges économiques, se trouver de nouveaux partenaires, c'est difficile d'avoir un meilleur rappel que Donald Trump aujourd'hui. Là. Donc, Hélène a raison, il n'a pas changé de rhétorique. Il pense encore qu'il peut être un pays autosuffisant. Il peut l'être sûrement dans beaucoup de domaines, évidemment à un coût bien supérieur à ce que ce serait actuellement. S'il veut produire de l'aluminium en quantité suffisante, ça coûterait très cher, mais il le pense. Est-ce que c'est pour faire pression sur le Canada en vue des négociations de la CA? On ne sait pas trop. Mais il faut aussi que le Canada ait certaines cartes pour négocier. Puis ces cartes-là, c'est pour se dire, ben, faut qu'on soit moins dépendant des États-Unis, sinon on n'aura pas de levier de négociation. Alors, c'est embryonnaire avec la Chine, c'est embryonnaire avec l'Inde. Ce sont des pays avec lesquels il faut transiger avec précaution. Il y a des côtés négatifs à ces pays-là, l'ingérence étrangère, les droits de la personne. Mais si on ne va pas au moins faire l'effort pour tenter quelque chose, une certaine forme de réconciliation, mais là, on aura vraiment un isolement total du Canada par rapport aux grandes puissances économiques. Et ça, c'est dangereux. Alors, je trouve que c'est un bon rappel pourquoi Mark Carney fait tous ses voyages à l'étranger que cette sortie de Donald Trump à Détroit. On va reparler de l'aspect plus politique. Le chef du Parti québécois ici au Québec a dit que ce n'était pas une bonne idée d'aller là-bas. Mais restons sur le front plus économique et commercial.
on a préparé un tableau que j'ai montré un peu plus tôt à l'émission, des tarifs en vigueur actuellement, là. Véhicules électriques, le Canada a mis un mur de Chine, un mur canadien pour que les voitures chinoises n'entrent pas au Canada. En résultat, les Chinois ont imposé l'huile de canola, le canola, qu'on vend en grande quantité, qu'on vendait à grande quantité aux Chinois, porc et fruits de mer, acier, aluminium chinois aussi qu'on a tarifé. Est-ce que sur ce front-là, Hélène, vous disiez hier, on ne s'attend pas à ce que tout soit réglé, mais est-ce qu'on s'attend à voir du mouvement au cours des prochains jours quand même? Bien, s'il faut en croire cet article de Bloomberg qui parle à des sources non identifiées, il paraîtrait donc que le Canada, que la Chine serait prête à donner du lest sur la question du canola en échange de tarifs inférieurs sur la question des véhicules électriques. Et ce qui est intéressant, si je peux utiliser ces qualificatifs, avec ce voyage et ces tractations dont on verra ou pas là, l'issue, c'est que c'est en train de raviver plusieurs tensions politiques intérieures au Canada. Donc, vous avez Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, pour qui l'industrie du canola est extrêmement importante. Je rappelle que c'est à peu près 5 milliards par année d'exportation vers la Chine. Là. C'est énorme. Donc, Scott Moe qui se joint à M. Carney, finalement, en Chine pour participer à ce voyage, ce qui vient accréditer la thèse qu'il y aurait peut-être un petit assouplissement à l'horizon. Et en réponse à ça, vous avez Doug Ford en Ontario qui est furieux, qui dit non, il faut pas abaisser les tarifs sur les véhicules électriques parce que ça constituerait une forme de dumping et donc de la compétition déloyale. Alors, vous voyez, ça avive ces tensions. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même garder à l'esprit que c'est toujours un peu vrai quand on parle de commerce international. Presque à chaque négociation d'accord de libre-échange, par exemple, il y a ces tensions. Est-ce qu'on fait des concessions sur le fromage pour aider le soya, l'aluminium contre l'acier, le bois contre la voiture, les automobiles? Il y a toujours ces tractations qui sont propres au fait que le Canada est un vaste pays avec un profil industriel très varié selon la région. Mais certainement que ce voyage et ces conflits-là ravivent ces tensions dans un contexte où M. Carney avait réussi jusqu'à présent à garder un front uni au pays face à l'allié américain. Les intérêts de l'Ontario ne sont pas ceux de l'Ouest, nécessairement, ni ceux du Québec. Paul Journet, Alec Castonguay, sur les résultats concrets concernant les tarifs, vous, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous attendez? À quel genre d'annonce de réchauffement, justement? Jusqu'à quel degré ça va monter, Paul? Bien, moi, je surveillerais les véhicules électriques, en effet, parce que le Canada a un travail d'équilibriste aussi en politique intérieure pour les intérêts divergents des provinces, comme l'a expliqué Hélène, mais la situation actuelle n'en est pas une d'équilibre. Ce sont les prairies et aussi les provinces atlantiques qui sont fortement désavantagées et l'Ontario qui est avantagé. On est dans une situation de déséquilibre et on peut se comparer à l'Europe qui, elle, a des droits douaniers imposés aux véhicules électriques chinois, mais qui sont tout de même nettement inférieurs. Et ça serait peut-être une voie mitoyenne à suivre. Et c'est extrêmement compliqué le travail de M. Carney parce que je reviens un peu aux États-Unis pour parler de la complexité du dossier avec les véhicules électriques. C'est que un peu après l'élection de Donald Trump, ce qu'on entendait beaucoup au Canada, c'était de dire les États-Unis, leur principal adversaire, c'est la Chine. Donc, notre meilleure carte dans les négociations avec les États-Unis, c'est de dire on va faire front commun ensemble face à notre ennemi chinois et on va avoir des mesures très fortes, dissuasives, comme en commerce, sauf que ça ne fonctionne absolument pas. M. Trump semble s'en foutre. Donc, il faut un peu ajuster la stratégie, mais on ne veut pas aller trop loin non plus pour se tirer encore plus dans le pied dans les négociations avec les États-Unis. Oui, et Trump qui a abdiqué un peu à certains égards face à la Chine, la Chine qui a gagné quelques manches de cette bataille. Alec, donc, comment garder une espèce d'équilibre canadien tout en faisant bouger les choses dans cette guerre commerciale? Je le disais, c'est marcher sur un fil. C'est un voyage pas facile, là. Non, c'est un voyage vraiment pas facile, mais si les Chinois ont accepté de recevoir Mark Carney et sa délégation, c'est qu'ils ont aussi des objectifs. Il ne faut pas l'oublier. Là. Les Chinois non plus ne font
rien pour rien. Et donc, je m'attends à ce qu'il y ait du mouvement sur le front commercial pour deux raisons. Je ne pense pas que les tarifs vont disparaître. On n'en est pas là dans l'état de la relation entre les deux pays. Mais je m'attends à ce qu'il y ait du mouvement pour les tarifs pour deux raisons. D'abord, la Chine a besoin du canola canadien aussi. Et des tarifs de 76 %, ça fait monter le prix du canola en Chine. Donc, je pense qu'eux aussi aimeraient bien offrir à leur population une petite victoire. Probablement pas en ramenant ça à zéro, mais en baissant peut-être les tarifs. Et aussi, c'est que la Chine a tout avantage à ce que le Canada soit moins près des États-Unis. Eux aussi ont avantage à profiter de la situation actuelle, de l'imprévisibilité de Donald Trump pour aller chercher des nouvelles alliances. Bon, le Canada va toujours rester le voisin immédiat des États-Unis. La Chine ne s'attend pas à ce que soudainement on devienne un allié naturel des Chinois. Mais si on peut juste découpler la relation Canada-États-Unis un peu, dans le monde, c'est une victoire pour les Chinois. Et donc, eux aussi vont essayer de nous mettre de leur bord pour les prochaines années. Et donc, c'est comment Mark Carney va être capable de faire jouer ça en faveur du Canada, jusqu'à quel point. Première rencontre, peut-être pas de manière énorme et importante, mais je pense qu'il va y avoir du mouvement un peu. D'ailleurs, c'est ce qu'écrivait un éditorial à Pékin. Dans un éditorial à Pékin, je pense qu'on a un extrait où on dit « Le problème avec le Canada, ça a été que si le Canada réfléchit aux causes profondes des revers survenus dans les relations bilatérales, c'est un euphémisme, les revers, s'alignant aveuglément sur les États-Unis, il comprendra qu'il peut éviter le même scénario en préservant son autonomie stratégique. » Voici le nouveau concept dans la gestion des questions liées à la Chine. Alors, voilà, eux ont des intérêts, comme vous dites, Alec, en effet. L'autre question de base, est-ce qu'on doit y aller? Paul Saint-Pierre Plamondon a écrit un tweet en disant M. Carney ne doit pas aller se précipiter dans les bras du président chinois. Cette volonté insensée de Mark Carney de soudainement faire alliance avec un régime totalitaire communiste qui constitue déjà une menace à notre sécurité nationale, la Chine. Et il poursuit, un Québec indépendant aurait pris une toute autre approche, beaucoup plus alignée sur la prévention de l'ingérence étrangère et la préservation de la sécurité de notre région. Commentaire, tour de table. Paul, je commence avec vous. Est-ce qu'on doit aller en Chine ou pas? Je vois aucun scénario dans lequel le Canada serait gagnant à bouder la Chine, à ne pas parler à la deuxième économie mondiale, à ne pas entretenir de relations diplomatiques et commerciales. Je ne vois pas en quoi la politique de la chaise vide serait une position sérieuse. Je comprends les critiques sur les droits de l'homme, entre autres, toutes les choses que l'on reproche avec raison à la Chine, mais la diplomatie consiste aussi, parfois même surtout, à parler avec les gens avec qui vous avez des conflits ou des intérêts divergents pour essayer de tirer votre épingle de votre jeu. Puis peut-être une dernière chose que je noterai en terminant sur la réaction du Parti québécois. On ne sait pas encore ce qui a été négocié avec la Chine et on dit que ça implique de mettre fin à notre coopération avec les États-Unis comme si on avait choisi la Chine au lieu des États-Unis, alors que c'est facile à critiquer, mais c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et M. Carney cherche encore l'équilibre et il n'y a personne qui l'a trouvé. Mais chose certaine, il y a un équilibre à trouver. Puis ça ne consiste pas à choisir un camp ou l'autre. Personne ne propose ça. Là. Hélène. Oui, bien, il faut comprendre ce que le Parti québécois nous dit, c'est que le Québec n'a pas beaucoup d'échanges avec la Chine, en a beaucoup plus avec les États-Unis. Ce rapprochement potentiel avec la Chine pourrait enquiquiner Washington et donc nuire à notre relation, et donc le Québec en serait perdant. Donc, il y a une espèce de calcul qui est à l'œuvre ici. Mais je pense que sur le fond, il y a effectivement une réflexion intéressante à y avoir. Alec parlait tout à l'heure de ce découplage entre Canada et les États-Unis que la Chine essaye de voir advenir, ou en tout cas dont elle essaye de tirer profit. On parlait hier de cette idée là, du friendshoring, hein, que les démocraties se mettent ensemble pour moins traiter avec les dictatures. C'est ça que la Chine ne veut pas voir advenir. Elle veut pouvoir traiter avec chacun individuellement, qu'il n'y ait pas de front commun contre elle. Mais il faut voir qu'à chaque fois qu'on fait du commerce avec la Chine, à chaque fois qu'on vend des choses là-bas ou qu'on achète des choses de là-bas, on tisse un peu plus serré toujours notre relation et ça nous rend vulnérables. En dehors de la situation circonstancielle créée par M. Trump, il faut voir que la Chine ne joue jamais vraiment selon les règles du jeu commercial. Elle applique des tarifs souvent quand ça fait plus son affaire. Et là, le fait qu'on a des marchés
à défendre nous rend vulnérables et faire en sorte que peut-être on va être moins critique. Regardez ce qui s'est passé sur Taïwan. On avait une délégation de députés là-bas. Les 2 libérales ont été rappelés au Canada. Pourquoi? Parce que la Chine n'aime pas ça, qu'on ait l'air de reconnaître diplomatiquement à Taïwan. Et là, on dit, bon, ben, on va pas les enquiquiner. Alors, vous voyez, on se censure un peu pour ne pas nuire à nos marchés potentiels. Alors, il faut voir ça aussi. Oui, vous avez vu des chiffres passer pendant qu'Hélène discutait. Ça, c'est le commerce Canada-Chine, là, c'est la base exportation, 29 milliards. Bien sûr qu'on importe beaucoup plus de la Chine qu'on exporte. Pour le Québec, c'est beaucoup moindre, quelqu'un l'a souligné, mais c'est quand même 3,8, presque 4 milliards d'exportation de produits québécois, des métaux, du porc, etc. Et on importe 17 milliards. Alex, sur cette sortie du Parti québécois et de d'autres qui disent qu'il ne faut pas aller parce que la Chine représente un problème d'ingérence politique, droits de l'homme, etc. Oui, qui est une position assez semblable à celle du Bloc québécois dans ce cas-ci. D'abord, les mots sont un peu exagérés. Là. Mark Carney, ça ne va pas faire une alliance avec la Chine. Là. Il fait une visite officielle de 4 jours. Là. On n'est pas dans un accord de libre-échange, puis un nouveau paradigme, puis la Chine, c'est notre meilleur ami. Là. On fait une visite là-bas. Donc, c'est pas une alliance, mais c'est vrai que toute visite en Chine est, par définition, risquée. Il y a la question des droits humains, droits de la personne, les Ouïghours, les Tibétains. Hélène parlait d'un régime qui ne joue pas selon les règles. Il y a eu l'ingérence ici au Canada où la Chine était pointée dans le rapport de la commission Hague. Tout ça est vrai. Et tout ça va être surveillé dans la visite de Mark Carney. Est-ce qu'on va en parler en privé aux Chinois? Comment on va gérer cette question-là? Tout ça est vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, comme c'est le cas pour chacune des visites d'un premier ministre canadien dans un pays avec un régime comme celui de la Chine, la position du Parti québécois en est une de parti d'opposition. Là. Soyons honnêtes, c'est facile quand on est dans l'opposition quelque part de dire ben là, les droits de la personne, vous ne devriez pas aller là, vous ne devriez pas leur parler. Quand on arrive au gouvernement et qu'on a des entreprises, je pense aux producteurs de porc du Québec, aux producteurs de fruits de mer du Québec qui ont des tarifs actuellement en Chine, qui veulent que la situation se règle. Dans le cas de Mark Carney, on ajoute le canola en Saskatchewan. On a des impératifs commerciaux qui nous compliquent la vie. Là. On ne peut pas juste être dans l'opposition et dire faites-le pas, par vertu, on ne devrait pas transiger avec ces pays-là. Ça devient plus complexe lorsqu'on s'installe au gouvernement, ce qui n'empêche pas les bonnes questions d'être posées. Mais c'est plus facile à dire quand on est au Parti québécois, au Bloc québécois, que quand on dirige le Québec ou le Canada. Très bien. Un mot sur M. Roy, Mario Roy, qui veut être candidat encore. Un mot. Bon, il a eu 1% lors de la dernière course. On ne veut pas s'acharner, mais je veux dire, lui, est-ce qu'il ne fait pas aussi de l'acharnement, Paul? Il veut être candidat. Le sera-t-il? On n'en a aucune idée. Ça dépend des règles. Va-t-il ramasser l'argent ou pas? Bien, je veux pas m'acharner, mais je n'arrondirai pas son résultat. Il n'a pas eu 1%, il a eu 0,78%. Bon. C'est un candidat ultra marginal. Puis il y a des limites à faire croire. On en parle trop, d'ailleurs? Non, parce que demain, on n'en parlera probablement plus. Il n'a aucune chance et à cause des règles, tout indique que d'ici un mois, son intention d'être candidat se butera contre le mur des règlements, le mur de la réalité. Il n'amassera pas assez de signatures de fond, donc ça ne durera pas. Pas le mur de Chine, mais le mur de la réalité, Alec. Bien, s'il n'avait pas testé ses idées et l'appétit des militants pour ses positions la première fois, on pourrait dire, bon, mais ce serait bien qu'il se présente, qu'il y ait une course, qu'on voit ce qu'il a à offrir. Est-ce que c'est différent de Charles Milliard? Mais on sait déjà ce qu'il a à offrir. On sait déjà que les militants ont rejeté cette idée-là. Il n'a pas fini avec 10, 15, 20%. Là. Il a fini avec moins d'1%. Donc, les militants n'avaient pas beaucoup d'appétit la première fois. Pourquoi ils en auraient la deuxième fois? C'est des questions auxquelles Mario Roy, visiblement, ne cherche pas beaucoup de réponses. Oui, Hélène, vous aviez parlé de Sheila Copps à l'époque, puis Paul Martin, on veut bien, mais Sheila Copps était députée. C'était autre chose. Là, puis encore une fois, M. Roy, très sympathique, puis il a le droit, là, mais bon, à un moment donné, voilà. Mais vous posiez la question, est-ce qu'on en parle trop? Ben non, pas vraiment, parce que son entêtement à se présenter à cette course pourrait faire en sorte
qu'il y a une course, qu'on soit obligé de tenir des débats et ce genre de choses. Alors, ça porte beaucoup à conséquence, mais moi, ce que j'entends, c'est que le parti va s'organiser pour que ça n'arrive pas à cause de cette dette, à cause de l'argent comptant qui doit être accumulé au 13 février. Je serais très étonnée qu'il passe la rampe. Voilà ce qu'il faut retenir. Hélène, Paul, Alec, merci beaucoup à vous trois. Bonne soirée. Au revoir. Merci.